Pour continuer cette quotidienne maintenant, le témoignage de Sarah qui va nous raconter comment elle a réussi à pardonner à l'homme qui a tué sa mère. Un pardon que beaucoup d'entre nous peuvent sans doute trouver impossible, mais que Sarah a réussi. Alors tout commence quand Sarah, jeune étudiante, mène une existence insouciante à Nîmes, où elle poursuit un cursus dans l'hôtellerie. Sa vie se partage entre ses études, son compagnon et ses amis. Et malgré la distance qui la sépare de ses parents, Elisabeth et Claude, qui vivent en Ardèche, elle reste très proche d'eux. Et plus particulièrement de sa mère, avec qui elle est très complice. Les deux femmes se téléphonent tous les jours, mais l'existence insouciante de Sarah va basculer un soir de Noël. Alors qu'elle prépare les fêtes, son père se présente à la porte et lui annonce que sa mère vient d'être assassinée dans de terribles circonstances. Infirmière de profession, elle se rendait chez Christophe, un nouveau patient. Mais à son arrivée, l'homme la ligote, l'emmène sur une aire d'autoroute. Christophe étrangle Elisabeth et dépose son corps dans le coffre de la voiture. En apprenant la mort de sa mère, Sarah, dans un premier temps, s'effondre. Nous sommes dans le petit village de Saint-Andéol-de-Vals, en Ardèche. C'est ici que vivent Claude et Elisabeth. En couple depuis plus de 20 ans, ils mènent une vie paisible. Leurs enfants, déjà grands, ont quitté la demeure familiale pour vivre leur vie d'adulte. Claude est cuisinier et Elisabeth infirmière libérale. Pourtant, depuis quelque temps, la quadragénaire, très appréciée par ses patients, se pose des questions. Épuisée par les tournées, elle songe à changer d'emploi. Mais à l'approche de Noël, la priorité de la mère de famille est de retrouver ses enfants pour passer les fêtes. Elle a hâte qu'ils soient à nouveau tous réunis. Et Elisabeth est particulièrement proche et fusionnelle de Sarah, sa fille, âgée de 20 ans. Depuis que la jeune femme poursuit des études d'hôtellerie à Nîmes, elle rentre très peu au domicile familial. Et mère et fille se manquent terriblement. Mais Sarah est loin de se douter qu'elle ne retrouvera jamais sa maman. Le 24 décembre, la jeune fille est inquiète. Elle n'arrive pas à joindre sa mère. Et bien que l'infirmière soit de garde, elle a toujours pour habitude de répondre à sa fille. En plein préparatif du réveillon, elle essaye de se rassurer et de garder son calme. C'est alors que quelqu'un frappe à la porte de sa chambre d'étudiante. Il s'agit de Claude, son papa. L'étudiante est très étonnée de le voir ici, à Nîmes. Et son père est accompagné par deux amis, l'air grave. Claude lui annonce alors une terrible nouvelle. Elisabeth, sa mère, a été tuée la veille par un de ses patients. Pour Sarah, le choc est immense. Elle ne comprend pas ce qui vient de se passer et cherche des explications. Claude lui fait alors le récit de sa terrible soirée de la veille. Sans nouvelles de sa femme depuis plusieurs heures, il est parti à sa recherche. Après un tour du village, il finit par retrouver la voiture d'Elisabeth dans un parking abandonné. À l'intérieur, il trouve son agenda et le nom de son dernier patient. Immédiatement, Claude se rend au commissariat pour expliquer la situation. Et l'affaire est tout de suite prise très au sérieux par les enquêteurs. Car Christophe, le nom du dernier patient, est connu des services de police. L'homme, diagnostiqué schizophrène, a déjà été condamné pour des actes de violence, des vols et des braquages de pharmacie. Les policiers se rendent alors immédiatement au domicile du suspect. Et l'homme avoue directement les faits. Il raconte avoir pris rendez-vous avec Elisabeth, prétextant un besoin urgent de piqûres de cortisone. À 18h, l'infirmière arrive donc à son domicile et l'homme la ligote. Il l'emmène ensuite en voiture sur une aire d'autoroute où il l'étrangle. Il dépose ensuite son corps dans le coffre de sa propre voiture. Et selon lui, le corps s'y trouve toujours.
Sans attendre, les secours sont alors alertés. Ils vont tenter de réanimer Elisabeth en vain. L'infirmière serait décédée depuis au moins 2 heures. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Bonjour Sarah. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur ce plateau. Votre histoire est terrible et c'est vrai qu'elle m'interpelle par le pardon, on y viendra tout à l'heure, le pardon à l'assassin de votre mère, oui. que vous avez réussi et vous nous expliquerez comment et quelle est cette démarche. Tout d'abord, l'histoire tragique. Hélas, vous avez 20 ans au moment des faits. Vous êtes une jeune étudiante en hôtellerie, en tourisme. Vous habitez à Nîmes, à peu près 2 heures de route de chez vos parents. Oui, de chez moi, ouais, du coup. De chez vos parents. Vous avez une vie tranquille. Oui. Vous avez une jeunesse très heureuse. Oui, voilà, tout à fait. Ouais. Des parents aimants et une vie tranquille. Et c'est le 24 décembre 2006 que vous allez voir votre papa débarquer chez vous. Oui. Par surprise. Oui, du coup, j'ai pas de nouvelles en fait de ma maman depuis la veille. Mais bon, je suis pas du tout inquiète en fait. Je me dis qu'elle va rappeler et voilà, j'ai déjà essayé de la voir plusieurs fois au téléphone mais je me dis que voilà, elle va me rappeler en fait et puis que je vais la rappeler après ma douche. En fait, à ce moment-là, je sors de la douche et là, il y a la sonnerie donc qui retentit et je suis pas du tout, je me doute pas du tout que c'est mon père parce que je me dis que c'est le vendeur de pognes qui voilà, qui vient me vendre des pognes. Effectivement. Donc dans un premier temps, j'ouvre pas et puis après ça insiste, donc j'y vais et puis là je regarde au hublot et puis je reconnais mon père quoi. Donc j'ouvre la porte à ce moment-là et là donc il m'annonce que ma maman a été étranglée par un nouveau patient. À ce moment-là, donc là, dans votre tête, il se passe quoi? En fait, à ce moment-là, je peux pas y croire en fait, c'est pas possible quoi. C'est comme si à ce moment-là j'étais morte en fait. C'est l'horreur. Et dans un premier temps, c'est vraiment le choc et on est abasourdi en fait. On comprend pas ce qui arrive. C'est trop violent en fait. On s'attend pas du tout. Votre expression est forte que vous venez d'employer. Vous dites, c'est comme si j'étais morte. Oui, c'est comme si on nous avait tués, quoi. Enfin, on a tué ma mère, mais en même temps, on tue tous les proches tous ses proches en même temps. En fait, quand on vit un drame comme ça, c'est clairement, oui, je ressens que à ce moment-là, je suis morte. Qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme ça? On s'effondre, on s'assoit et on bouge plus, ou on a une espèce de force qu'on va chercher, on ne sait pas trop où, pour appeler les proches, pour réagir. Oui, alors comment vous faites? Du coup, dans un premier temps, je prends mon père dans les bras et puis on se serre très fort. Voilà. Enfin, il y a un réflexe de survie. On se dit on va s'en sortir. Et puis après, c'est comme si l'événement était laissé de côté et du coup, on reprend en fait le dessus parce que du coup, oui, il faut appeler. Mon père, je suis la première qui prévient, mais après, il va falloir prévenir toute la famille. Et là, c'est terrible. Vous le faites? Vous passez des coups de fil? Oui, et du coup, j'appelle, je dois appeler. Et en plus, je suis obligée de pas le dire au téléphone. Donc, je fais comme si de rien n'était. J'appelle mon frère, en fait, qui est à ce moment-là à Marseille avec la mère, donc ma grand-mère, la mère de ma mère, quoi, d'Elisabeth. Et là, du coup, je prends le téléphone en lui disant, ben voilà, finalement, je viens passer Noël avec vous. C'était pas prévu. Enfin, je leur fais croire que je viens passer Noël avec eux, en fait, que j'arrive, en fait. Et donc 2 heures après, j'arrive et là, en fait, c'est le soir de Noël. Donc c'est l'horreur. Vraiment, c'est presque peut-être pire de l'apprendre à ses proches que de l'apprendre soi-même, en fait. Quand on voit la réaction de sa mère et de mon frère, donc c'est... C'est vous qui leur dites? Oui, c'est moi qui leur annonce. À ce moment-là, on est tout seul, en fait. Quel mot on emploie? Du coup, sur le coup, il n'y a pas de mots, en fait. On leur dit, c'est maman, elle a été étranglée quoi, par un nouveau patient qu'elle a été hier soir.
Mais vous le dites, c'est le jour de Noël, du coup, puisqu'on Oui, est c'est le soir de C'est le Noël. soir de Enfin, Noël. c'était la veille, mais là, on Ouais. est le 24 décembre. Et- C'est 18h30. C'est le moment de Et fêter qu'est-ce qu'on Noël. fait? On annule la soirée, je suppose? Bah, du coup, il n'y avait pas vraiment de soirée prévue à ce moment-là. Enfin, mais en Non, tout il y cas, avait des dîners, les cadeaux, comment ça se Oui, là, c'est l'effondrement, en fait, clairement. Et puis, du coup, toute la famille est effondrée, quoi. Voilà. Je pense que c'est le Noël, le plus pire Noël de notre vie, quoi. Et votre maman avait prévu des cadeaux pour vous? Oui, du coup, oui, elle avait Je crois prévu que des cadeaux. Vous voulez partager, c'est ça? Du coup, quand on revient, c'est quelques jours plus tard, on trouve les cadeaux, du coup, quand on revient à la maison 2 jours après, ouais. Donc, du coup, on s'offre les cadeaux sans elle, quoi. Voilà. Donc, c'est vraiment le témoignage d'un départ brutal, quoi. Oui, et puis c'est un détail, ça, ce que vous racontez, mais je trouve que c'est un côté terrible. En même temps, le détail de se dire on s'offre les cadeaux qu'elle nous avait prévus, je trouve que c'est d'une violence. Ouais, c'est violent. Finalement, Mais ce qui est le plus violent, c'est quand même le contexte de la Bien mort. sûr. Parce que mourir, certes, mais mourir dans ces conditions, c'est vraiment violent. à ce moment-là, et puisqu'on l'a dit, hein, on arrivera au pardon tout à l'heure, mais à ce moment-là, vous êtes avec une rage, avec une colère. Alors, je suis pas dans la rage ni la colère. En fait, à ce moment-là, au début, je suis dans l'ignorance, en fait, de... Comment dire? Je suis dans le... C'est-à-dire que, pour moi, en fait, son assassin ne mérite pas d'exister et qu'on parle de lui. Donc, du coup, je suis plus dans un premier temps sur cette démarche-là, c'est-à-dire de me dire qu'en fait, les faits sont là, je suis consciente qu'elle a été assassinée. Mais pour moi, j'enlève en fait ce personnage qui l'a tué et je laisse place à la fatalité, en fait. Vous dites, ça devait arriver. Oui, voilà, je sais, alors mais je pense que j'ai pas les capacités de tout assimiler d'un coup, en fait, à ce moment-là. Et on peut le comprendre parce que Voilà. c'est tellement violent de toute façon. Il va y avoir une énorme vague de soutien et une énorme vague d'émotion pour votre famille, pour vos proches. Toute la région va même se mobiliser pour une marche blanche. Oui, tout à fait. Pour vous soutenir. Les commerçants ferment leurs rideaux. Votre maman, elle est infirmière, on l'a dit. Vos consoeurs et confrères ses confrères et consoeurs sont révoltés. Ils ont le sentiment, au fond, que c'est le symbole d'un abandon de ce métier et de ce qu'ils vivent. J'ai pas compris votre question. Non, je veux dire, en fait, ce drame qui s'est déroulé, ils ont aussi le sentiment que c'est la preuve que dans leur métier, ils sont abandonnés, ils sont livrés à eux-mêmes. Par rapport à ça, oui, complètement, oui, ils sont livrés à eux-mêmes et ouais. Donc ça touche beaucoup de... Enfin, la région est vraiment très, très touchée par cet événement. Puis ma mère était connue. En 2007, il va y avoir une reconstitution des faits. Oui. Vous y assistez? Oui, du coup, j'y vais, oui. J'ai besoin de voir. J'ai besoin de voir, j'ai besoin de savoir vraiment, de voir, en fait, comment ça s'est passé, ce qu'elle a vécu, ces derniers moments. J'ai besoin de ça, en fait. Et vous avez besoin de voir la personne aussi? J'ai besoin aussi de voir, oui, son assassin, oui. Oui, aussi, oui. Et quand vous le voyez pour la première fois? Quand je le vois pour la première fois, j'ai le cœur qui bat à 100 000 à l'heure. Il est dans le camion de police, il est recouvert d'un manteau noir. Et donc, je ressens... je ne sais pas vraiment si c'est définissable, en fait, ce qu'on ressent. Mais ce que je sais, c'est que de le voir enchaîné, ça me fait du bien quand même. Il n'y a pas la colère, l'envie de lui sauter dessus? Non. L'envie de le voir mort? Non, parce qu'en fait, l'envie de le voir mort, ça serait lui faire un cadeau, en fait. C'est lui donner une existence, en fait. Et vous voulez qu'il... C'est plus que, du coup, s'il meurt, il va mourir. Donc, il ne payera pas ce qu'il a fait. Donc, c'est pas la solution, quoi. Mais assister malgré tout à la reconstitution, c'est un acte fort. Et c'est un acte violent, là encore, également, parce que vous allez assister à tout ce qu'a vécu votre maman. Oui. Et ça, vous le supportez? Alors, je précise qu'on assiste quand même à tout ce qu'elle a vécu selon sa version des faits. Bien sûr, tout à fait. Parce qu'on ne sait pas vraiment, en fait, voilà. C'est vrai. Mais vous le supportez? Oui, je le supporte, oui.
Oui, oui, et dans l'appartement, je suis à 2 mètres, 1 mètre de lui, en fait. Mais j'ai besoin de ça et j'ai besoin de l'affronter aussi, du coup. Faut être forte quand même pour faire ça. Je sais pas. Bah oui, je trouve. Jean Dorido, docteur en psychologie, je trouve que, voilà, moi, à chaque fois, je me mets souvent à la place des gens qu'on reçoit sur le plateau et je me dis, je suis pas sûr que j'aurais la force de supporter ça, moi. Non, là, c'est vrai que bon, chacun réagit avec ses propres moyens. Toutefois, c'est vrai qu'il y a une reprise en main de la situation. C'est-à-dire qu'on passe d'une posture passive où le drame fait irruption au sein de l'existence. Et là, typiquement, de ce que j'entends, voilà, Sarah reprend en main et dit voilà, je vais être maintenant actrice, je vais aller voir, je veux comprendre, je veux voir ce qui s'est passé. Et oui, ça demande du courage et de l'énergie, c'est vrai. Et sans doute en même temps, ça doit participer d'une reconstruction d'un processus sans doute de guérison, si tant est qu'il soit possible de guérir de ce genre d'épreuve. En tout cas, Sarah, suite à ce terrible drame, votre vie, on l'a bien compris, bascule. Vous allez devoir affronter ensuite la mort de votre père et le procès de Christophe, le meurtrier de votre mère. Ce qui est d'autant plus choquant, c'est que votre mère a été victime, on l'a compris, d'un assassinat gratuit. Et au cours du procès, Christophe tente de plaider le coup de folie. L'irresponsabilité pénale n'est pourtant pas retenue. Et il est condamné à 24 ans de prison. Et il vous faudra 13 ans pour vous reconstruire et surtout donc pour pardonner à celui qui vous a arraché votre mère. Alors que Sarah tente de se reconstruire, après le terrible meurtre de sa mère, de nombreuses épreuves se présentent à elle. Son père, Claude, meurt d'une crise cardiaque 1 an avant le procès. C'est donc accompagnée de son frère et d'une amie qu'elle s'y rend, plus de 2 ans après les faits. Dans le box de l'accusé, Christophe, 41 ans, est jugé pour enlèvement et séquestration, suivi de mutilation. Et lors de l'audience, il tente de justifier son acte. Il affirme souffrir de schizophrénie à tendance paranoïaque. Et il raconte qu'au moment des faits, il souffrait de l'absence de sa famille pour les fêtes. Désespéré, il voulait retourner en prison, car il s'y sentait bien. Et c'est pourquoi il décide de tuer quelqu'un. Après avoir passé plus d'une centaine d'appels au hasard, il arrive finalement à joindre Elisabeth. L'infirmière accepte alors de se rendre chez lui. Il aurait alors confondu, dans sa tête, le visage de l'infirmière et celui de son ex-femme. Et c'est pourquoi il l'aurait étranglée. Ses avocats tentent alors de plaider le coup de folie et l'irresponsabilité pénale. Mais les experts psychiatres sont formels. Selon eux, au moment des faits, il souffrait d'une altération du discernement et non d'une abolition. Après 4 jours de procès, il est donc condamné à 24 ans de prison, dont 16 ans ferme. Mais la douleur de Sarah n'est pas apaisée par le verdict. Il faudra en effet des années à la jeune femme pour réussir à se reconstruire et à pardonner. Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. Sarah est toujours avec nous sur ce plateau. Votre papa est décédé d'une crise cardiaque à 55 ans, 1 an avant le procès. Oui. Vous avez le sentiment qu'il y a un lien entre... Ah oui, oui, complètement, oui, oui. C'est-à-dire que ma maman, elle a été tuée physiquement, mais nous, on a été tués intérieurement, en fait. Et mon père, il n'a pas survécu après avoir passé 23 ans de sa vie avec sa femme. Pour moi, c'est clair et net que qu'il a succombé à ça. Deuxième victime, en fait. Oui, 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 exactement. Oui, et c'est pas une deuxième victime, on va dire morte, quoi. Mais il y en a eu beaucoup d'autres, des victimes indirectes, en fait. Voilà, quand il y a un drame comme ça. Pour vous, à l'intérieur, ça a été un véritable tsunami, oui. Tout ça, parce que ça, même dans votre vie, j'ai envie de dire, tout a changé. Oui, du coup, j'ai plus mes parents. En 1 an et demi, tout bascule, en fait. C'est toute ma vie, quoi. Voilà. Ça vous a changé psychologiquement aussi? Alors oui, ça m'a changé. J'ai plus du tout la même vision de la vie, du coup. Maintenant, aujourd'hui. Mais en attendant,
dans ces années-là, 1 an et demi après, je suis vraiment dans la survie, en fait. C'est de la survie, c'est pas Qu'est-ce de qui la vous fait vie, en tenir fait. à ce moment-là, quand votre maman est morte, quand votre papa décède en plus dans la foulée, qu'est-ce qui vous fait tenir? Ce qui me fait tenir, c'est que je sais que ma mère, elle veut pas que je gâche ma vie, en fait. Elle veut que je sois heureuse et je sais qu'elle veut pas que je gâche tout, en fait, par rapport à ce qui lui est arrivé et qu'elle a rien demandé, en fait, du coup. Et ça, je le sais, en fait, et c'est ce qui me fait tenir, en fait. Et vous arrivez à ne pas gâcher votre vie? Du coup, on va dire que je survis pendant longtemps, du coup, pour elle. Et puis, je fais de mon mieux, en fait. Je fais ce que je peux à ce moment-là. Et puis après, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, oui, je peux dire que j'y suis arrivée. Aujourd'hui, oui. Il y a le procès. Oui. Il y a à nouveau le face-à-face. Oui, à nouveau, je revois vous le revoyez. mon assassin. Oui. Et là, les sentiments ont évolué par rapport à lui ou toujours pas? Non, toujours pas. Enfin, disons que je me retrouve face à lui pendant 3 jours et donc il existe en fait pendant 3 jours et puis après ces 3 jours, il n'existe plus en fait. C'est assez bizarre en fait de vivre ça, quoi, de se dire que cette personne elle chamboule toute votre vie, mais en fait, elle n'existe pas dans votre vie. En fait, c'est assez bizarre. Oui, elle est rentrée par effraction et elle ressort aussi vite qu'elle est rentrée dans votre vie. Le procès, c'est en 2009, c'est ça. Il a écopé de 24 ans de prison, dont 16 ans ferme. Vous avez mis quoi, 10 ans à peu près pour réussir à lui pardonner? On va dire que ça a mis 13 ans. 13 ans. Et vous aviez cette volonté? Vous avez dit, il faut que j'arrive à lui pardonner, ou ça s'est fait tout seul? Non, au début, je n'étais pas consciente que ça m'aiderait, en fait, de pardonner. Donc, j'étais pas du tout là-dedans, en fait. Mais pardonner, ça veut dire quoi, au fond? En fait, souvent, les gens confondent, en fait, ce que ça veut dire pardonner, en fait, avec excuser. Enfin, pardonner, c'est pas cautionner les faits. C'est vraiment se détacher de l'impact que ça a sur nous, en fait, les faits et la rancœur, en fait, parce que garder... Pardonner, ça veut dire que vous ne lui en voulez pas? Oui, c'est-à-dire d'enlever cette rancœur, du coup, qu'on a, en fait. Voilà. Donc vous ne lui en voulez pas? Là, à l'heure actuelle, je ne lui en veux pas, non, parce qu'en fait, je le fais pour moi, en fait, je le fais pas pour lui. Parce que d'avoir la rancœur et la haine en soi, en fait, la colère... c'est quelque chose qui vous ronge de l'intérieur, en fait. Mais lui, ça lui fait rien, en fait, à lui. Donc, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour soi-même, en fait, c'est de se libérer de ça, de se libérer de l'impact. Mais ça demande 13 ans. Mais ne pas lui en vouloir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous l'excusez? Non, ça ne veut pas dire que j'excuse ce qu'il a fait, pas du tout. C'est pas excusable, en fait. Enfin, je cautionne pas les faits. On ne peut pas cautionner les faits. Non, pas cautionner, mais excuser. L'excuser, non. Pardonner, c'est pas excuser pour moi. Enfin, c'est différent quand même. Il y a une nuance. En fait, pardonner, c'est vraiment se libérer de l'impact que les faits ont sur soi. Mais là, accepter, en fait, en fait, c'est accepter pardonner. C'est-à-dire, c'est pas excuser, c'est accepter que ça a eu lieu. Oui, ok, ça a eu lieu. Et après, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que de toute façon, on ne peut pas revenir en arrière. Donc, là, par exemple, il est libérable en 2022. Oui. C'est-à-dire l'année prochaine. Oui. Ça vous dérange pas? Du coup, moi... alors, ça ne me dérange pas, c'est une grande question. On va dire que en pardonnant et en faisant part, en fait, pour moi... C'est-à-dire que vous lui avez dit? Oui. Vous lui avez dit quoi? Je lui ai dit. Vous lui avez écrit? Je lui ai écrit, oui. En prison? Oui. Et vous lui avez dit quoi? Je lui ai dit qu'il a demandé pardon, en fait, au procès, donc je lui ai répondu que je lui avais pardonné. Voilà. Donc, en fait... à l'heure actuelle, moi, j'estime avoir fait ce que j'ai pu. Après, j'espère que la justice, ils le laisseront pas sortir s'ils estiment qu'il y a un risque. Qu'il y a un risque, en fait, voilà. Et j'ai pas compris, en fait, je comprends pas la justice. Pour moi, la justice, elle n'existe pas, en fait. Pourquoi? Parce que ma mère, elle a pris perpétuité et lui, en fait, la perpétuité, ça n'existe pas, en fait, dans la justice. Mais c'est compliqué parce que vous le pardonnez en même temps. Oui.
Donc si vous lui pardonnez... Oui, mais je fais ça pour apporter... moi, en fait, une fois que j'ai pardonné, que je lui dise ou que je lui dise pas, c'est pareil, en fait. Ça ne change plus rien pour moi. Mais pourquoi lui avoir dit, par exemple déjà pourquoi lui avoir dit? Pour que quand il retourne, quand il sorte, du coup, peut-être que si ça peut lui faire du bien, qu'il recommence pas. En fait, moi, mon idée, c'est de faire évoluer les choses. Mais comment, excusez-moi, mais comment on a envie de faire du bien à l'assassin de sa mère? Mais c'est pas lui faire du bien à lui, c'est éviter qu'il y ait d'autres victimes, en fait. Que quand il ressorte, il tue d'autres personnes. C'est ça, en fait. Je cherche pas à lui faire du bien, hein. Je cherche à ce qu'il aille mieux pour éviter que ça recommence, en fait, et que d'autres personnes vivent à leur tour ce que moi j'ai vécu, ce que ma famille a vécu. Et c'est ça l'idée, en fait. Jean Dorido, la démarche, elle est étonnante, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai que pardonner à l'assassin de sa mère, lui dire, c'est quand même une démarche forte, parce que moi, enfin, le seul bémol que je mettrais, je comprends très bien votre logique, en fait, le seul bémol que je mettrais, c'est que moi, je crois que j'aurais pas envie de lui faire plaisir, quoi. Et lui dire, je te pardonne, je trouve que c'est lui faire plaisir, et c'est quelqu'un qui ne le mérite pas. Après, je comprends votre démarche qui est de dire, pour éviter qu'il recommence, et c'est tout à fait louable, mais moi, je crois que c'est ça ce que j'aurais en tête, je me dirais, je ne vais pas faire plaisir à ce type qui a tué ma mère. C'est-à-dire que même pour les savants, c'est compliqué d'étudier le pardon en psychologie. Maintenant, il me semble que Sarah définit bien, précisément la démarche. Et on pourrait presque, comme les mystiques qui font de la théologie négative, plutôt que dire ce qu'est le pardon, dire ce que le pardon n'est pas. Le pardon n'est pas l'excuse. Le pardon n'est pas même souhaiter le bien de la personne. Vraiment, le pardon, c'est vrai, on pourrait dire que c'est finalement réussir à sortir du tourment. Cette espèce de rancœur qui condamne effectivement la personne victime à un tourment perpétuel, c'est réussir à sortir de ce tourment pour trouver la paix. Et ça passe effectivement par on pourrait dire, oui, une métaphore de tourner la page, quoi, de dire, bon, allez, next. Voilà, je crois que Sarah a bien dit le mot accepter. Accepter n'est pas renoncer, accepter n'est pas excuser. Accepter, effectivement, c'est un fait. Et maintenant, j'avance, je fais ma vie, je sors du tourment. Et ça, pour le coup, c'est avéré par la science, par les recherches. C'est vrai que les personnes qui réussissent, et c'est vrai que ce mot, il est compliqué, ce mot pardon, parce que c'est difficile d'appréhender complètement ce que c'est. Toutefois, les personnes qui, effectivement, sont dans cette démarche, de dire, voilà, j'ai pardonné, j'ai tourné la page, c'est vrai que c'est un fait, elles vont mieux que les personnes qui sont prisonnières de leur tourment. Et Sarah l'a bien décrit, ça punit la personne qui est dans le tourment. L'assassin, lui, ça ne lui fait rien en réalité. Il vous a répondu? Oui. Il vous a dit quoi? Il m'a dit que c'était c'était ce qui lui manquait en fait pour avancer. Encore, quoi. Et vous avez pensé quoi de sa réponse? J'ai pensé que j'avais bien fait, du coup, de lui envoyer. Voilà. Et comme il est libérable, quand il sera dehors, s'il demande à vous voir? J'espère pas. J'ai pas l'intention. Voilà. Ça sera non, la réponse? Honnêtement, j'ai pas du tout pensé à ça. Vous n'avez pas pensé à ça? Ah non. Je pense pas qu'il demande à me voir. Donc non, j'ai pas du tout pensé là, honnêtement, je pourrais pas vous répondre si je dirais oui ou non s'il me le demande, je sais pas. Vous avez raconté votre histoire, en tout cas dans un livre qui est intitulé « De l'assassinat au pardon », et c'est un livre qui est publié aux éditions Libri Nova. Merci beaucoup Sarah, merci d'avoir été en direct avec nous sur ce plateau.